Bienvenue pour votre émission Disputandoum. La pandémie a envoyé une onde de choc dans le monde du travail entre présentiel et distanciel. Ce monde du travail tangue. Les questions soulevées s'avèrent bien plus amples que le seul enjeu du travail à distance ou du télétravail. Il concerne aussi le devenir du travail dans sa globalité. Qu'est-ce que le télétravail pourrait bouleverser dans notre vie, dans notre rapport au travail, dans notre rapport à notre habitat, à notre ville aussi? Est-ce que certaines villes comme Limoges, Poitiers ou Angoulême pourraient tirer d'ailleurs leur épingle du jeu? Le télétravail dessine-t-il le monde de demain? Plus qu'une question d'actualité, c'est une vraie question de société. Je suis ravie d'en parler avec mes invités aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Frédéric Duplessis, vous êtes psychanalyste. Bonjour Martine Lévesque, vous êtes secrétaire générale de la CFDT de la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour Catherine Debord, vous êtes intervenante en organisation du travail. Bonjour. Et bonjour François Bretonnière, vous êtes administrateur du MEDEF de la Haute-Vienne. Vous êtes également avocat spécialiste en droit social et directeur général de FIDAL. Avec nous, mais à distance, depuis Bordeaux, nous avons le plaisir d'avoir Guy Tapie avec nous, qui est sociologue et qui interviendra plutôt en deuxième partie d'émission pour aborder justement notre relation à l'habitat et à la ville. Alors d'abord, je voudrais qu'on fasse un petit retour peut-être sur... Ça y est, ça fait 1 an que la crise a démarré. Une étude montre que seuls 20% des entreprises étaient prêtes finalement en mars dernier à passer au télétravail plutôt massif. Ça a été une onde de choc vraiment pour les entreprises, François Bretonnière? Oui, absolument, parce qu'il n'y a eu aucun temps de préparation. Ça s'est fait effectivement du jour au lendemain. Alors, on a trouvé certaines inégalités qu'on pourra souligner tout au long de l'émission parce qu'il y avait des habitudes dans certaines structures, dans certaines entreprises, sur certains postes. Mais globalement, je trouve aussi que c'était un choc par manque de préparation. Au sein du cabinet FIDAL, par exemple, et dans beaucoup d'entreprises, sur des postes qui étaient absolument pas télétravaillés avant, eh bien, du jour au lendemain, vous organiser le télétravail, ce qui va poser un certain nombre de difficultés très immédiatement, en termes d'organisation bien sûr, en termes de lien avec le management, qui va très vite perdre ses repères, parce que une entreprise, c'est avant tout un collectif, et le fait de se retrouver du jour au lendemain avec une partie de la population et des collaborateurs en télétravail, eh bien oui, ça crée un choc. Et on parlera évidemment des avantages et inconvénients du télétravail. Martine Lévesque, côté plutôt salarié, ça a été aussi une onde de choc, et pour beaucoup en même temps c'était le seul moyen de continuer à travailler. Oui, effectivement, puisque le télétravail ou le travail à domicile a été imposé à tout le monde de façon abrupte, on peut le dire, et toutes les entreprises, enfin de façon quasi unanime, on a pu constater effectivement que les entreprises et les administrations n'étaient pas préparées à ces nouveaux modes d'organisation. Au niveau des salariés, ça a été assez difficile à vivre. Alors peut-être pas au début, effectivement, les gens étaient plutôt ravis d'être à domicile. Et par contre, au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça commence à peser. Et là, on commence à avoir des risques psychosociaux et des problèmes commencent à émerger, et un refus de ce télétravail. Mais on en parlera avec ce qui a été mis en place, les accords, enfin l'accord On va revenir sur le cadre, effectivement, qui encadre, ou qui n'encadre peut-être pas suffisamment, mais ce qui est en train d'être mis en place en matière de télétravail. 3% des salariés en France télétravaillaient avant la crise sanitaire. Selon une étude en février, 30% des salariés travaillaient toute la semaine à distance, contre 45% en novembre dernier. On voit que ça a baissé effectivement au fur et à mesure des mois. Frédéric Duplessis, parfois c'était le télétravail considéré comme le modèle du futur avant la pandémie. Il y a une forme de désenchantement un petit peu? Disons que ce qui s'est passé là, c'est que les gens se sont trouvés dans une situation, comme ça a été évoqué par les 2 premiers intervenants, se sont trouvés dans une situation qui n'était pas préparée. Je pense que vous y reviendrez tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que le télétravail, ça se prépare. Dans le cadre de l'entreprise que j'avais auparavant, qui était une entreprise de communication, on avait mis en place des solutions de télétravail parce qu'on avait besoin de travailler à distance et parce que on avait des équipes qui habitaient dans différents endroits du Limousin, par exemple. Et puis, on avait des déplacements partout en France, ce qui fait qu'on avait mis en place des logiciels, on avait mis en place des procédures, on avait mis en place des systèmes de validation, de présentation et tout ça qui permettaient de travailler à distance. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on est dans un autre domaine. C'est des gens qui se sont, de manière précipitée et désorganisée, organisés comme ils ont pu pour pouvoir trouver un lieu chez elles pour travailler au mieux qu'elles pouvaient en fonction de ce que leur direction leur proposait comme solution et de ce que la direction essayait de comprendre ou de ce qu'elle pouvait mettre en place.
puisqu'on était dans quelque chose qui n'avait absolument pas été préparé. Alors, Catherine Debord, vous connaissez bien cette thématique du télétravail. Vous l'avez même étudiée, je crois, il y a une vingtaine d'années. C'était l'objet de votre mémoire. Il y avait beaucoup d'attentes, effectivement, sur le télétravail avant la crise. Et puis, depuis un an, finalement, un désenchantement. Vous le confirmez ? Oui et non, mais ce qu'on vit depuis un an, c'est pas du télétravail. C'est du travail imposé à la maison, dans des conditions qui ne sont pas optimum, aussi bien en termes d'organisation qu'en termes d'ambiance générale. Donc, ce n'est pas du télétravail. Par contre, ça va peut-être amener à un nouveau regard sur le télétravail tel qu'on en parlait il y a encore 2 ans. L'idée, c'est qu'effectivement, on tire des enseignements de ce que l'on vit depuis un an. Oui. Est-ce qu'il y a encore des inégalités suivant le genre, suivant qu'on est une femme ou un homme, par rapport à ce travail imposé, notamment à la maison ? Oui, parce qu'en plus, lors du premier confinement, on s'est retrouvé avec le travail à la maison, mais avec aussi, dans beaucoup de cas, les enfants, les devoirs, et étudier le prédicat en même temps que son dossier, c'est pas toujours évident. On s'est retrouvé avec les femmes avec une charge mentale supplémentaire et une désorganisation au sein même du foyer dans l'organisation vraiment physique, à travailler soit dans la cuisine, soit dans le salon, ce qui n'est pas du travail. Ce qui n'est pas du télétravail. Qui n'est pas du télétravail. Effectivement. Dans les difficultés les plus souvent évoquées, François Bretonnière, c'est quoi ? C'est aussi les problèmes de matériel, puisqu'on n'était pas prêt, les problèmes de connexion. C'est ça aussi beaucoup ? C'est un des points. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que l'aspect connexion est important et va créer aussi des inégalités un peu géographiques. C'est clair que dans une grande agglomération, on aura moins ces difficultés. On va les avoir davantage dans une région comme la nôtre et bien sûr dans d'autres. Donc ça, c'est un point d'inégalité. Je dirais que dans les difficultés, on en retrouve un certain nombre, puisque on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a 3 dimensions au niveau du télétravail, une dimension sociale humaine, une dimension réglementaire et une dimension économique. Mais déjà, par rapport à votre question à ce point, en termes de difficultés, moi je note souvent, et les entreprises notent souvent, qu'il y a aussi cette difficulté à perdre un peu ses repères. On perd la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et là aussi, on va avoir des inégalités entre une situation familiale où on aura une pièce dédiée, où on n'aura peut-être pas d'enfants en bas âge, où il y aura un seul des 2 conjoints qui seront en télétravail, et inversement. Là, et moi, je suis frappé, que ce soit dans les entreprises adhérentes au MEDEF ou au sein du cabinet et chez mes clients, il y a vraiment pour moi, il y a deux maîtres mots sur le télétravail. C'est effectivement cet élément d'inégalité qu'on peut démultiplier dans un certain nombre de vocables. Et puis, il y a aussi cet aspect humain qui est très très important, l'isolement, et c'est quelque chose qui revient énormément, même si je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. On reviendra bien sûr sur les inconvénients et les avantages aussi du télétravail dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle du cadre légal du télétravail. Jean Castex a affirmé le 4 février dernier que tous ceux qui le pouvaient devaient télétravailler. Il a également invité les administrations publiques à montrer l'exemple. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce reportage réalisé en Creuse le 5 février dernier, reportage de France Le Maire et Nicolas Chigot. Prendre son ordinateur et n'oublier aucun dossier. Le vendredi soir, Nadine Labarre quitte son bureau de la préfecture de Guéret pour n'y revenir que le mardi. 2 jours par semaine, elle est en télétravail. Au final, je trouve que c'est une bonne expérience. Moi qui ne voulais pas et qui n'étais pas prête à faire du télétravail, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Je me dis, mais quand la crise sera terminée, pourquoi pas continuer sur ce rythme-là de 2 jours de télétravail, parce que je trouve que c'est un bon compromis. Vous avez également donc 2 bureaux qui sont vides, pour des agents qui sont en télétravail aujourd'hui. Grâce à un outil informatique adapté au télétravail, 65% des 250 agents des services de l'État dans la Creuse travaillent de chez eux et ça va encore augmenter. Les accueils physiques, les policiers sur la voie publique n'est pas toujours possible, mais chaque fois que c'est possible, on essaie et nous augmentons en ce moment les quotités de télétravail. Là, on était 2 jours par exemple chez soi et 3 jours au bureau. Bien, on essaye d'inverser cette proportion pour donner l'exemple et puis parce que concrètement, c'est pas qu'une question d'exemple, ça aide à lutter contre la pandémie. La MJC de la Souterraine a également choisi le télétravail pour ses salariés. Depuis le début de la crise sanitaire, Cynthia Atlan travaille chez elle toute la semaine.
en fait, les avantages sont les inconvénients, quoi, parce qu'on peut être moins dérangé que si on était au bureau, mais d'être au bureau permet aussi le contact avec les collègues, et puis les rencontres informelles peuvent aussi parfois permettre de se dire des choses qu'on ne se dirait pas autrement. D'après un sondage IFOP, seuls 8% des Français souhaitent travailler exclusivement à distance. Alors, depuis le deuxième confinement fin octobre, un travailleur qui peut exercer toutes ses tâches en télétravail doit le faire 5 jours sur 5. Ceux qui en expriment le besoin peuvent revenir sur site dans la limite d'1 jour par semaine. Ceux qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils ont besoin d'équipements spécifiques peuvent se rendre au travail ponctuellement. Ceux qui exercent en revanche des métiers qui ne peuvent pas s'effectuer à distance, dans le BTP par exemple, où il y a plein d'autres exemples, eux sont dispensés de télétravail. François Bretonnière, ce sont là les règles édictées par le gouvernement. Que risque l'employeur qui ne met pas en œuvre suffisamment, en tout cas, le télétravail? Est-ce qu'il engage sa responsabilité? Pour moi, il ne l'engage pas directement. Après, c'est une question effectivement de situation. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on nous dit que près de 70% des postes en France de travail ne seraient pas télétravaillables. Ça peut paraître monstrueux, mais ça s'explique parce que entre effectivement une entreprise dans l'industrie lourde de BTP ou au contraire du tertiaire, on va avoir de grosses inégalités et vraisemblablement, même si j'ai pas les chiffres en tête, on a beaucoup plus d'emplois dans ces secteurs qui représentent des postes non télétravaillables. Alors, encore une fois, je dirais qu'au niveau de la réglementation, on le dira peut-être tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier, c'est un point essentiel au niveau de la réglementation sur le télétravail, c'est que l'on est sur du volontariat. Ça, c'est un point très important. Le volontariat, ça veut dire très clairement qu'on ne peut pas imposer à un salarié de télétravailler, et l'inverse est vrai, au même titre que la réversibilité, quand on est en télétravail pour revenir en présentiel. Malgré ce que dit le gouvernement, à savoir, vous devez télétravailler. Alors, vous devez, mais encore une fois, encore faut-il que les postes soient télétravaillables. Et même sur 2 postes qui paraissent identiques, il peut y avoir des différences. Donc, bien sûr que les entreprises jouent le jeu, mais encore faut-il que les conditions soient adaptées. Il ne faut pas non plus oublier que l'on est dans une situation économique où, sans oublier l'humain, bien évidemment, eh bien, il est très important de respecter et d'encourager la performance de l'entreprise et donc mettre en télétravail un grand nombre de personnes qui ne sont pas sur des postes télétravaillables ou difficilement, ça aurait aussi des effets pervers au niveau de l'entreprise et de l'activité économique. Depuis 2005, il existe un accord qui encadre le télétravail. Qu'est-ce qu'il prévoit, cet accord de 2005, Martine Lévesque ? En fait, l'accord de 2005, il a été remplacé par un nouvel accord, justement, suite à la pandémie. Pendant toute la période 2020, il y a eu de nombreux diagnostics, enquêtes ont été posées sur le télétravail par l'INRS, l'ANACT, etc., d'autres. À titre d'exemple, je pourrais citer le rapport qui a été fait par le Césaire, puisque le président... Le Césaire Nouvelle-Aquitaine. Le Césaire Nouvelle-Aquitaine, le président... Qui est un groupe de réflexion. Voilà, Conseil économique, social, environnemental, régional. Donc, c'est une instance du Conseil régional et le président du Conseil régional a saisi le Césaire pour qu'on puisse faire des recommandations sur la mise en œuvre du télétravail en Nouvelle-Aquitaine, accompagner les entreprises dans ces nouveaux modes d'organisation, trouver des tiers-lieux, etc. Accompagner les entreprises, c'est une chose, mais en termes de cadre légal, est-ce que vous avez réussi à trouver un accord, effectivement ? En termes de cadre légal, effectivement, il y a eu un accord, donc il y a eu un diagnostic qui a été posé par les organisations syndicales, les organisations patronales. Il y a eu une entente sur ce diagnostic. Et ensuite, les organisations syndicales ont souhaité poursuivre ces travaux pour aboutir à un nouvel accord qui était un peu dépassé. Et donc cet accord prend en compte les situations de télétravail classique. Là, je pense qu'il faut insister là-dessus, parce qu'on n'est pas dans une situation de télétravail classique et la situation de télétravail en situation de crise, de pandémie, etc. Donc cet accord prend en compte les 2 aspects et pose des règles. Alors effectivement, le patronat ne souhaitait pas que ce soit un document normatif, prescriptif, mais il pose quand même de nombreux repères, de nombreux critères pour accompagner les entreprises à mettre en place dans un cadre normal. Vous souhaitiez, au niveau des syndicats, effectivement, vous souhaitiez aborder la charge de travail, la prise en charge aussi des frais liés au télétravail. Oui, les questions de sécurité, d'accident du travail, alors effectivement, qui risquaient d'être un peu remises en question.
la question des critères d'éligibilité à l'activité télétravaillable, parce que là aussi, il faut que ce soit transparent pour que ce soit accepté par tous. Donc, ce qui a été mis en avant aussi, c'est la nécessité du dialogue social dans les entreprises, les administrations. Et ça, ce dialogue social est très important puisque les accords de télétravail, donc c'est la déclinaison du plan national, de l'accord national au sein de l'entreprise. Et ça doit être vu par le CSE, le Conseil social et économique, donc les élus qui siègent dans cette instance, dans l'entreprise. Et ensuite, c'est aussi préserver les droits de chacun, puisque chaque salarié qui est éligible, qui peut télétravailler, bénéficie aussi d'un contrat avec son employeur, donc qui fixe un petit peu le cadre précis de ce télétravail. Côté patronal, est-ce que vous êtes satisfait de cet accord, François Bretonnière ? Oui, globalement oui, parce que à la fois il y a une certaine souplesse, et puis ce sur quoi je voulais rebondir, et ça me paraît très important avec le recul que l'on a sur la mise en place du télétravail dans bon nombre d'entreprises, c'est que pour nous et pour beaucoup d'adhérents du MEDEF et chefs d'entreprise, le télétravail ou la mise en place du télétravail doit être l'aboutissement d'une réflexion. C'est ce que l'on n'a pas eu au moment du confinement, c'est ce que l'on a maintenant avec un peu de recul, et pour moi c'est très important ce travail de négociation au sein de l'entreprise. Il faut donner un cadre. Le télétravail sauvage, comme on l'a, je l'appelle comme ça, mais je suis pas le seul, comme on l'a pratiqué pendant des années, dans des proportions bien moindres, n'était pas satisfaisant. Pourquoi ? Parce que ça crée des discriminations, par exemple. Alors que pour moi et bon nombre de chefs d'entreprise, le fait de pouvoir réfléchir, négocier un accord d'entreprise, c'est une solution qu'on privilégie, qu'on est beaucoup à privilégier. Ça permet de poser un peu le cadre, de poser un cadre. Ça va permettre aussi de mieux expliquer, c'est même une obligation légale, le refus que l'on oppose à un salarié qui veut télétravailler sur un poste télétravaillable. Et tout ça va permettre effectivement, par exemple, on va mettre dans un accord d'entreprise, voire dans une charte si on n'a pas signé d'accord d'entreprise, et les plages pendant lesquelles il est interdit à l'employeur, au manager de contacter son salarié. Ça, ce sont des points qui me paraissent très importants, parce que ça va permettre justement de donner un respect, d'établir des règles qui devront être respectées réciproquement, notamment au niveau des managers. Donc oui, la négociation, pour moi, elle est très importante, et je ne pense pas que vous serez opposé à cette opinion. Catherine Debord, quel est votre regard justement, vous qui connaissez cette thématique depuis de nombreuses années, vous qui donnez peut-être des conseils aussi aux entrepreneurs en matière de télétravail, est-ce que c'était important et même obligatoire d'imposer un cadre ? Le cadre, il est posé, ça fait 20 ans qu'on essaye, que les entreprises et que les partenaires sociaux essayent de mettre un cadre en place. C'est vrai qu'avant la pandémie, ça commençait vraiment à se développer, et la pandémie fait que ça a accéléré les choses. Mais le cadre, il a toujours été là. Il a toujours été posé dès le début. Après, il était méconnu, en tout cas, ce cadre. Il était méconnu, puis il était étouffé, parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues sur le télétravail. Il y avait beaucoup de refus de la part des entreprises, des managers. Donc, il était complètement étouffé. Et avant la pandémie, il y a encore 3 ans, certaines grandes entreprises commençaient à développer le télétravail, mais il ne fallait surtout pas en parler. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment mis sous le couvercle. Alors aujourd'hui, vous l'évoquiez, François Bretonnière, si un salarié veut télétravailler, son entreprise peut lui refuser. Et inversement, il y a effectivement des formes d'inégalité. Frédéric Duplessis, est-ce que toutes ces inégalités peuvent être difficilement vécues par eux ? Je veux télétravailler, on me le refuse, ou je ne veux pas télétravailler, on m'oblige à télétravailler. Forcément. À partir du moment où il n'y a pas d'adhésion, on se trouve toujours dans cette histoire de contrat moral entre l'employeur et l'employé, qui vient se surajouter au contrat initial de la fiche de poste et de ce que l'employé a réalisé dans le cadre de ses missions. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une tension qui va se créer, et cette tension va être d'autant plus difficile à gérer qu'on va se retrouver dans des situations où on peut être éloigné, on n'est pas sur place, on n'a pas la possibilité d'avoir les entretiens qu'on voudrait avoir. Ça peut se passer au téléphone et pas en vis-à-vis. Ça peut se passer dans des conditions, dans un couloir ou ailleurs, parce qu'on ne peut pas se croiser, parce que ça n'a pas été organisé. Et donc, on peut avoir tout un ensemble de facteurs qui font que la relation peut très vite se dégrader dans un sens comme dans l'autre. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce soit l'employeur ou que ce soit l'employé, l'émotivité reste la même. Ça peut aussi c'est ce qu'on oublie souvent, ça. C'est que l'émotivité reste la même.
Ça peut générer aussi des jalousies entre salariés. Ça aussi, c'est un facteur important à prendre en compte par les managers. Oui, des jalousies parce que on s'aperçoit au quotidien que la perception même des postes télétravaillables est différente selon la direction du salarié. Et ça m'a un peu frappé ces derniers mois, parce qu'on pouvait penser qu'un poste était télétravaillable, oui, non. Et c'est pas la perception que l'on peut en avoir, et il y a des différences à ce niveau-là, et ça rejoint effectivement le point que vous soulignez, c'est que oui, cette perception qui est différente sur un même poste, entre le salarié et le manager par exemple, eh bien, peut créer des jalousies, des incompréhensions, d'où la nécessité, encore une fois, d'expliquer les choses. Et si on a un dialogue social, si effectivement on a un manager qui va expliquer le pourquoi du comment, eh bien on risque d'atténuer effectivement ces jalousies ou ces incompréhensions tout simplement, mais vous avez raison. Oui, Catherine. Dans la mentalité française, avant la pandémie, ceux qui arrivaient à télétravailler, à travailler correctement, le vivaient des fois mal parce qu'ils n'étaient pas au bureau. Donc, ils étaient en vacances. Donc, il y avait une culpabilité. Il y avait en plus... on les faisait culpabiliser. Ils étaient en vacances. T'es pas dans les locaux, donc tu travailles pas. Oui. Alors ça risque évidemment de changer. C'est ce qui va permettre. Oui, ça va Souvent, changer. c'était des personnes avec des profils un peu particuliers, avec des maladies chroniques ou des situations de handicap ou de distance par rapport au travail, etc. Mais ça restait confidentiel, effectivement. C'est pour ça que, justement, pour éviter ces histoires de jalousie et les critères d'éligibilité, les missions qui sont éligibles au télétravail doivent être transparentes pour tout le monde. Et ça, on insiste, en tant qu'organisation syndicale, on insiste beaucoup pour que dans l'accord d'entreprise, ces critères-là soient transparents pour tout le monde. Donc, objectif. À partir de ce moment-là, ça balaye pas mal de choses. Ça apaise un petit peu peut-être les choses. Je voudrais qu'on regarde un deuxième reportage. On va partir à Niort. Les 7000 salariés de la Maïf ont massivement adopté le télétravail. C'est le dossier signé Dominique Lavaux et Alain Darigrand, réalisé en janvier dernier. Feu de cheminée et chat de compagnie. Un décor plutôt insolite pour une téléconseillère de la Maïf. Voilà, donc c'est mon nouveau bureau depuis lequel j'accueille maintenant les sociétaires de la Maïf quand ils ont un sinistre à nous déclarer. Si c'est un oubli, Rapidement, des coups de fil de sociétaires interrompent la visite. Par contre, c'est votre fils donc, qui habite à Lyon, c'est ça? Et les clés sont restées à l'intérieur du logement? En télétravail, depuis le second confinement, Anaïs a fini par trouver ses marques et elle enchaîne les appels. Je vois que j'en traite plus par jour. Et je pense que c'est justement parce que j'arrive à vraiment me concentrer plus longtemps sur mon travail et je suis moins tentée par les discussions de couloir avec les collègues. C'est des moments très agréables, mais quand on les a pas, du coup, on se rend compte qu'on est plus productif. Ses pauses aujourd'hui, un thé, toute seule, devant sa cheminée. Il n'y a pas d'ennui? Non, ça va. Mais quand on est amené à retourner sur site, de temps en temps, ça fait du bien d'être accompagné par des collègues quand même. Comme Anaïs, 85% des salariés de la Maïf sont aujourd'hui en télétravail. Au siège social de la mutuelle niortaise, les immenses locaux sonnent creux. Seuls quelques salariés sont encore sur place, comme la directrice des ressources humaines. On peut être jusqu'à plus de 2500 personnes et aujourd'hui, il y a quasiment personne. Et ça fait bizarre de se retrouver dans un environnement vide, finalement, sans ses salariés. Le télétravail, un choix de la direction du groupe dès les premiers jours de la pandémie. Oui, ça s'est imposé à nous comme une évidence. Dès le premier confinement, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir finalement livrer des PC à l'ensemble de nos salariés. Et à l'issue de la première période de confinement, on avait déjà équipé plus de 4500 personnes. Aux managers ensuite de gérer leurs équipes en visioconférence. Ici, c'est le service d'Anaïs. Et selon sa chef d'équipe, ce fonctionnement n'impacte pas leurs résultats. Les chiffres restent très bons parce que les circonstances font qu'il y a moins d'accidents auto, un peu moins en habitation. Donc pour nous, aujourd'hui, le travail en termes de quantité est très confortable. Ça nous permet justement de travailler sur d'autres points un peu plus techniques. Je vous souhaite
souhaite une bonne continuation. Face à cette révolution de fonctionnement, la mutuelle assure aussi un suivi de l'état de santé de ses salariés. Les 2 infirmières du groupe viennent par exemple de prescrire un nouveau fauteuil à une télétravailleuse en souffrance. Est-ce qu'il reste un petit peu des douleurs au niveau de la jambe, au niveau du dos? Comment vous vous sentez? L'occasion aussi de faire un suivi psychologique. Souvent, au moment de l'entretien, ils nous font part aussi de la difficulté ressentie par rapport à l'éloignement des collègues, de la difficulté sociale et économique que ça procure, de l'anxiété qu'ils ressentent pendant le confinement. Une frontière, vie privée et vie professionnelle menacée, c'est l'inquiétude de tous les syndicats français. Je viens d'avoir une collègue là, qui ne vit pas très bien la situation de travail à domicile. Ceux de la Maïf ont signé l'avenant télétravail. Dans cette mutuelle, désormais, tous les salariés y ont accès. Une nouvelle manière de travailler qu'il faut baliser. Les gens commencent à se demander s'ils travaillent à la maison ou s'ils dorment au bureau. Sa image, c'est vraiment une image qui globalise la situation que l'on vit aujourd'hui. Certains collègues ont du mal à couper par rapport à leur vie privée, à déconnecter la vie privée et la vie professionnelle. Donc attention, il pourrait y avoir un danger si on n'arrive pas à trouver le bon curseur. Retour chez Anaïs. Elle vient de récupérer sa fille de 3 ans. Elle a trouvé sans problème cet équilibre. Et le temps gagné sur ses trajets grâce au télétravail, près d'1h30 par jour, elle aura bien du mal à s'en passer. J'aimerais bien en effet pouvoir continuer quelques jours par semaine à travailler de chez moi, oui. Ça permet le temps justement qu'on ne passe pas sur la route. On peut le passer avec nos enfants, la famille, et on prend le temps de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Il y aura donc bien un avant et un après Covid-19 pour les 7700 salariés de cette mutuelle. Des leçons seront tirées de ce test grandeur nature de télétravail, avec par exemple une vraie alternance entre présence sur site et domicile. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa maman, elle est trop mignonne. On voit plutôt un exemple positif, en l'occurrence de télétravail, dans une boîte qui a préparé les gens à télétravailler. On va revenir sur plusieurs points, avantages mais aussi limites du télétravail. D'abord, sur la productivité. Plusieurs études montrent que la productivité semble augmenter en télétravail. François Bretonnière, est-ce que ça vous étonne ? Oui, ça m'étonne parce que c'est pas forcément la perception que nous avons au niveau de bon nombre d'entreprises. Là encore, au risque de me répéter, je pense qu'il y a des inégalités. Il y a des salariés, moi j'ai des avocats au sein du cabinet qui me disent « oui, j'ai une meilleure productivité quand je travaille chez moi parce qu'effectivement, je suis isolé par définition, je suis concentré, c'est une chose. » Mais ceci dit, moi j'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent que la rentabilité, elle n'est pas ce qu'elle est en présentiel. Après, je crois que c'est un point de vue qui peut être tout à fait ou partagé ou on peut... moi j'entends différentes choses là, sur le sujet. Globalement, je pense qu'effectivement, la rentabilité est moins importante en télétravail qu'en présentiel. Et pourtant, il y a vraiment plusieurs études qui montrent que la productivité semble augmenter. Ça veut dire, Frédéric Duplessis, que le port du pyjama ne nuirait pas à la productivité. Beaucoup, je me mets dans l'eau, on est beaucoup à faire parfois du télétravail en restant en pyjama. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'on est bien dans des conditions dans lesquelles les gens se sont trouvés dans des situations dans lesquelles ils n'avaient pas forcément choisi de pouvoir faire du télétravail. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on a différents types de profils. On sait tous, en termes de management, qu'on va avoir des gens qui ont besoin d'être en management directif. Ça va les sécuriser. Ils vont être beaucoup plus à l'aise parce qu'ils auront quelqu'un avec eux, parce qu'ils seront dans un univers qui est fait pour le travail. Et vous avez des personnes qui sont beaucoup plus autonomes et qui vont être comme des poissons dans l'eau quel que soit l'univers, qu'il soit au café, qu'il soit un espace de coworking ou qu'il soit chez eux. À partir de ce moment-là, vous voyez bien que cette histoire de productivité, elle peut se séquencer en termes de ressenti pour le management et pour les patrons de manière très différente parce qu'on ne sait pas du tout comment se passe le travail à la maison si ça n'a pas été préparé en fonction du profil des personnes. Et ça dépend évidemment de la personnalité et du profil de chacun. Voilà, et de l'appétence pour l'autonomie. En revanche, là où on ne peut pas avoir de doute, c'est qu'une étude de Harvard et de l'Université de New York a révélé que pour ceux qui travaillent à domicile, la journée de travail est plus longue de 48 minutes, ce qui remplace sûrement le temps des trajets. Martine Lévesque, à un moment, les syndicats avaient un petit peu peur que l'entreprise en demande peut-être toujours trop aux salariés. Je rejoindrai ce que vous avez dit en termes de charge de travail. Effectivement, ce qui a été constaté, c'est que
Nous, la CFDT a fait une enquête dans une entreprise qui s'appelle Amadeus, donc une grosse entreprise d'ingénierie informatique pour l'industrie aéronautique et les agences de voyage. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait quatre risques. Donc, les personnes qui étaient en situation de burn-out, donc ça rejoint ce que vous dites, avec une charge, d'autres qui étaient en charge mentale importante, donc ça rejoint aussi. Et ceux à qui on a dit, puisque ça modifie quand même pas mal de choses, en termes d'indicateurs, on pourra revenir là-dessus. D'autres à qui on a dit, écoute, ton service va disparaître, et donc, avec des craintes d'être peu occupés. Et d'autres à qui on a dit, écoutez, vous vous reclassez, et ils n'ont pas eu le choix. Et il y a une autre catégorie qui vient, c'est ceux qui veulent revenir au travail. Alors c'est vrai que quand les OS et les organisations patronales ont négocié l'accord, il y a eu unanimité pour dire que le travail à 100%, le télétravail à 100% était dangereux pour la santé mentale des salariés. Donc effectivement, du coup, est prévu la possibilité de revenir à minima une journée sur son lieu de travail. Ça, je pense, peut-être un des grands enseignements de ce qu'on vit depuis un an, Catherine Debord, c'est le télétravail est pendulaire. Donc pendulaire, ça veut dire un peu à la maison, à domicile ou ailleurs qu'en entreprise, et un peu en entreprise. Les études montraient avant que l'idéal était vraiment avoir 2 jours de télétravail, maximum 3. Donc pas du 100%. 100%, c'est pas du télétravail. Quand on télétravaille ou quand on travaille chez soi, il peut y avoir aussi un problème d'équilibre entre vie perso, vie professionnelle. Ça peut être une mauvaise gestion des horaires, par exemple. Est-ce que ça, quel conseil est-ce que vous portez à ceux que vous conseillez en entreprise ? Déjà, on ne travaille pas en pyjama. Parce que quand on est en pyjama, on est chez soi. Quand on va au bureau, on ne va pas au bureau en pyjama. Et tout à l'heure, on parlait de la différence, la difficulté de faire la part des choses entre le travail et la maison. Avant la pandémie, il y a certaines personnes étaient volontaires pour le télétravail et se retrouvaient dans des situations particulières parce qu'ils disaient « j'ai gagné 1 heure de transport, mais j'ai le sentiment j'ai beaucoup plus de mal à m'y mettre parce qu'il n'y a pas ce sas, justement, du transport, de sortir de chez soi. » Sas de décompression ou de mise en condition, justement. Surtout de mise en condition. Mais juste de se laver, de s'habiller pour se mettre derrière son bureau, juste ça, changer juste de pièce ou de lieu, est une des règles fondamentales du télétravail. D'où la nécessité de préparer. Après, il y a des choses des fois toutes bêtes, mais sortir, faire le tour de la maison et revenir, je me mets au travail, je change de chaussures, j'enlève mes chaussons. Après, on va s'adapter vraiment à la personne qui télétravaille chez soi. C'est vrai que le port du pyjama donc, ne nuit pas forcément à la productivité, mais il semblerait développer une tendance à la dépression. Ça aussi, Frédéric Duplessis, vous l'avez remarqué ? Alors une tendance à la dépression, ce ne serait pas forcément ça. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on a quelque chose quand même dans le travail qui nous construit et qui nous permet d'avoir une identité, une identité sociale. Et s'il y a bien quelque chose qu'on voit ici, c'est qu'il manque parfois Radio Moquette, il manque parfois le patron bouc émissaire, il manque le gars à la machine à café qui nous démonte la tête sur la direction quand on arrive au travail les premiers jours. Il manque tout cet univers qui fait que, quelque part, on est en train de se construire une identité et une place au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis du management. Et là, je pense que c'est plutôt aux sociologues qu'il faudrait poser la question, mais il y a véritablement quelque chose qui peut se déconstruire à ce niveau-là. Après, quand on est chez soi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est chez soi. Donc il faut bien arriver à séparer les deux. On ne peut pas faire autrement parce que je vois bien que pour les personnes que j'ai sur le divan, ça a été vraiment là le point épineux, notamment dans les couples, pour arriver à trouver un espace chacun qui soit un espace de travail, un autre espace pour les enfants et ainsi de suite. Ça a été vraiment très très compliqué. Si vous permettez, c'est vrai que, juste pour revenir 2 minutes, mais c'est vrai que quand on parle de points négatifs du télétravail, il revient très souvent cette notion d'isolement. Les salariés, ils ont besoin de se voir, d'échanger autour d'une machine à café, effectivement, ou ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect-là un peu destructeur de la relation sociale, de l'interaction entre salariés, qui est vraiment pointé du doigt. Lorsqu'encore une fois, le télétravail est trop excessif, encore une fois, il faut le mesurer. Oui, mais le télétravail aussi, tel qu'il était défini il y a plusieurs années, il y avait aussi cette notion de développement social, mais en dehors du travail. C'est-à-dire que quand vous avez une heure et demie de transport, vous rentrez chez vous,
Il y a plus de vie sociale en dehors du travail. Et le fait de limiter les transports et de finir à 18h et de pouvoir sortir, participer à la vie associative de sa ville, de son village, c'était censé aussi développer cette partie sociale. Frédéric Duplessis. Dans la partie sociale, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que dans la pandémie dans laquelle nous vivons, on peut même pas aller faire un after work, on peut même pas aller boire un café ou une bière avec des copains, ne serait-ce que pour s'expliquer si quelque chose s'est mal passé pendant la journée en aparté. On ne peut absolument rien faire. C'est-à-dire que c'est le métro, le boulot, le dodo et c'est tout. On n'a pas cette interaction qui nous permet de pouvoir réguler le travail. Avec un peu moins de métro, effectivement. Alors, pour aller un peu dans votre sens, je voudrais qu'on cite une personne, Bénédicte Roux, qui m'a laissé un message sur les réseaux sociaux pour parler de sa situation. Alors, je vais lire ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « Au secours, mes collègues me manquent, la machine à café, les vraies réunions où on se jette juste un regard, où il y a une vraie interaction. J'ai une info à demander à une collègue, je me lève et je fonce dans son bureau. J'en profite pour mater ses pompes et son nouveau sac à main, ça me manque. Maintenant, en télétravail, j'ai l'impression d'avoir le bruit de la machine à laver en fond sonore, parce que si ça ne tourne pas quand on est en télétravail, c'est une perte de temps. Charge mentale exposant 10. Catherine Debord. On ne fait pas tourner sa machine à laver quand on est au télétravail. J'étais sûre que vous alliez dire ça, c'est pas du télétravail. Non, c'est ça. Et quand on prépare les salariés au télétravail, quand on les forme, il y a la formation au niveau de l'entreprise, de l'organisation du travail, mais il y a aussi former le salarié pour qu'il retrouve des repères qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Et ces repères, justement, vie perso, vie pro. Alors, c'est vrai qu'il y a une étude réalisée par Google sur ses salariés qui va un peu dans le sens de tout ce que vous avez dit. Le télétravail entraîne 4 problèmes majeurs: le manque d'enthousiasme, l'isolement, le manque d'intérêt pour les réunions virtuelles et le manque de temps libre pour réfléchir aux nouvelles idées. Un exemple très intéressant, c'est IBM qui est revenu du télétravail. IBM l'a pratiqué pendant 20 ans, pourtant avant d'y renoncer, jugeant que la créativité en pâtissait. Les meilleures idées ne viennent-elles pas finalement autour de la machine à café, François Bretonnière ? Je dirais que les meilleures idées, en tout cas, il y a de bonnes idées qui viennent autour de la machine à café, mais c'est l'expression effectivement du lien social. C'est aussi l'expression, on n'a peut-être pas encore ou pas assez parlé du manager qui perd ses repères avec le télétravail. Et lorsque l'on voit, que ce soit dans beaucoup d'entreprises, des managers qui sont pas très favorables au télétravail, c'est pas une position de principe, c'est simplement qu'un manager qui n'a pas ses équipes à côté de lui, qui ne peut pas effectivement échanger, que ce soit autour d'un café, d'un verre d'eau ou d'une réunion, d'un point d'équipe. Et ça, c'est extrêmement perturbant. Alors, c'est pas dans les mentalités françaises, alors que le télétravail est développé dans beaucoup d'autres pays. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, le manager pense devoir avoir le contrôle, et voir le salarié. Oui. Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'il n'y a pas l'impression que le salarié peut-être lui échappe s'il n'est pas dans l'entreprise ? Peut-être, mais je crois qu'il faut... il y a deux visions ou deux aspects à ce niveau-là. C'est que l'expérience ou les quelques mois d'expérience que l'on a montrent que les entreprises ont multiplié les possibilités pour substituer ces échanges, ces points d'équipe. Des groupes WhatsApp, des visios, des coups de téléphone, etc. On s'aperçoit que c'est mieux que rien, évidemment. Ça permet de maintenir un certain lien social ou une interaction dans les équipes. Mais personnellement, et pas que personnellement, ça ne remplace pas le présentiel. Vous disiez tout à l'heure, je crois, ou dans le message, c'est de pouvoir franchir un couloir pour aller spontanément poser une question à son manager, à sa collègue. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est très important. Frédéric Duplessis, vous voulez très rapidement, oui. Juste pour expliquer un truc tout simple. Au début, quand je travaillais au sein du groupe Euralliance, à Macorbure avant, donc à Quadrilla, on a mis en place, avec la direction et tout ça, les systèmes des emails. C'était en 95. C'était génial parce qu'on n'avait plus besoin de se déplacer pour des réunionites et tout ça, dont on ne pouvait plus des réunionites. Il y a 2 ans, on n'en pouvait plus des mails qui étaient combinatoires, qui étaient écrits d'une certaine façon, que les gens ne comprenaient pas en fonction de l'écriture, de la manière dont c'était amené et tout ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un bord à l'autre. Dans le cadre du télétravail et de ce télétravail qui ne se dit pas comme un télétravail, on est un peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des vertus en termes d'organisation sur tous ces systèmes-là, mais on voit aussi que très vite, ça peut partir très mal, à partir du moment où ça n'est pas, maîtrisé par les personnes qui en sont les destinataires ou les utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le mail est devenu un outil juridique.
pur. Ouais. On garde tout, on stocke tout depuis 10 ans. Et puis, si ça a été écrit en lettres capitales, c'est comme si on avait été insulté. Vous posez la question de la confiance. Là, Martine Lévesque, la confiance, elle doit être au cœur de la relation entre un salarié et son patron. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce que recommande la CFDT, c'est bien de maintenir ce lien entre le supérieur et le salarié, mais en confiance. Alors, ça pose la question du contrôle, bien sûr. Mais nous, ce qu'on préconise, c'est que les managers, maintenant, bénéficient de formation, pas que sur l'utilisation des outils numériques, etc., mais aussi sur la manière de gérer à distance, de faire confiance, de savoir bien préciser les commandes, parce que là aussi, ce sont des nouvelles modalités de travail, puisqu'on n'est plus dans un collectif de travail. Donc, c'est bien préciser les commandes. Et c'est aussi, oui, cette formation, elle doit être complètement intégrée dans les écoles de management, dans les écoles de cadre. Maintenant, je veux dire, ça va être la norme. Donc, finalement, c'est notre façon de travailler qui est aussi un petit peu interrogée. C'est notre façon de produire. Est-ce que les salariés sont peut-être plus sur, en tout cas pour certains salariés, sont plus sur des objectifs même que sur un temps de travail donné? Est-ce que c'est ça aussi l'avenir du travail, François ? Ça change forcément la donne en termes de contrôle du temps de travail, parce qu'effectivement, elle est beaucoup plus difficile après. Par rapport à ce que vous disiez sur la confiance, oui, bien sûr que la confiance, elle est très importante dans la relation de télétravail, parce qu'encore une fois, les modalités de contrôle du temps de travail sont très différentes, pour pas dire beaucoup plus simples. D'une part, allégées. Et deuxièmement, on s'aperçoit d'ailleurs, et c'est une illustration, que dans beaucoup d'accords d'entreprise, il y a une condition d'ancienneté pour la mise en télétravail. Alors, c'est pas un critère discriminatoire, bien évidemment, c'est tout simplement que beaucoup de chefs d'entreprise considèrent, à mon sens à juste titre, qu'on ne peut pas engager quelqu'un qui ne connaît rien de l'entreprise, qui connaît rien de ses collègues, qui connaît rien de son environnement, et le parachuter dans une situation de télétravail. Et ça, je dirais que c'est à la fois parce qu'il doit, ce nouveau salarié, connaître son environnement, un minimum, et ça prend quelques mois, d'une part, et d'autre part, il faut aussi qu'il y ait un lien de confiance. C'est pour ça que je rebondissais sur ce que vous venez de dire. Et puis connaître son rythme de travail. Oui. Je voudrais qu'on donne la parole un petit peu à Guy Tapie, qui est sociologue, qui est avec nous, qui nous écoute depuis notre studio bordelais. Guy Tapie, vous avez fait des travaux notamment sur le rapport que l'on peut avoir à l'habitat et à la ville, qui a aussi un petit peu bouleversé. C'est vrai que c'est pas forcément la même chose quand on est en télétravail chez soi avec vue sur le jardin en Dordogne ou dans la Creuse, que si on est dans un studio à Bordeaux. Est-ce que ça redéfinit finalement notre rapport avec notre habitat? Qu'est-ce que ça va changer? Bien sûr que ça le redéfinit quand même en grande partie. Alors c'est assez surprenant parce que le télétravail, quand on réfléchit sur les questions d'habitat et de logement, était quand même très, très secondaire jusqu'à la pandémie, qui a entraîné effectivement le télétravail sur la scène publique en étant un acte majeur, je dirais presque citoyen, pour casser la circulation du virus. Alors après, moi je dirais que je vais peut-être être brutal en le disant, mais moi j'ai l'impression, au regard de ce que je connais des pratiques d'appropriation de l'habitat, c'est que le télétravail est invasif et aliénant, et qui vient en rupture avec la représentation qu'on avait de son habitat, qui était très centrée sur la vie privée, sur le chez-soi, sur le bien-être, sur au fond l'intimité des personnes. Et notre culture domestique contemporaine, elle s'est élaborée justement en se séparant du lieu de travail et le lieu d'habitat. Et je crois que c'est très important ce que disait madame tout à l'heure, c'était sur les rituels. Les rituels domestiques sont très différents des rituels au travail. Et là, on voit dans son lieu de vie se télescoper les deux, et ça peut aboutir à des confrontations, à des difficultés, bien sûr. Donc, je crois que pour l'instant, on n'anticipe pas encore, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très récent, les conséquences que ça pourrait avoir sur l'habitat et sur le logement.
Alors, c'est vrai que vous évoquez la porosité entre le monde du travail et notre chez-soi, qu'on voit souvent comme un cocon. Ça veut dire aussi que peut-être les gens vont acheter différemment en pensant, maintenant que je vais travailler chez moi, je vais peut-être essayer de prévoir une deuxième pièce, avoir un bureau à part. Ça risque vraiment d'influencer notre façon aussi de vivre et d'acheter nos habitations ou de louer. Alors pour l'instant, c'était pas le cas, parce que le télétravail, c'était pas un critère fondamental dans les stratégies résidentielles, les choix résidentiels des personnes. Aujourd'hui, ça risque de devenir. Quand on achetait ou quand on achète une maison individuelle en périphérie des villes, souvent, c'est des maisons qui sont assez grandes. On pensait créer des studios pour accueillir les ascendants, les descendants, pour éventuellement les louer. Mais on ne pensait jamais les utiliser en bureau pour soi, qu'on serait amené à partager au sein de la famille. Donc, effectivement, le télétravail va amener à reconsidérer l'organisation du logement. Et alors, de ce point de vue-là, il y a... Pardon ? Oui, et au niveau de la ville également. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de ces entreprises qui ont des bureaux dans des centres-villes, peut-être qui auront moins besoin. Alors là, je me retrouve aussi vers François Bretonnière. Ça peut être des économies pour des entreprises de moins louer des bureaux et de ne plus occuper effectivement des immeubles entiers, parfois en centre-ville. Oui, complètement. Alors ça, on le constate déjà. Alors, je suis bien sûr pas un professionnel de l'immobilier, mais par rapport à un certain nombre d'entreprises que je côtoie, ça devient une réalité. Alors, ça va bien sûr se faire dans le temps, mais c'est clair que moi j'ai plusieurs clients, il y a des adhérents du MEDEF, des entreprises tout simplement, au sein de Fidal aussi, on commence à réfléchir à cette situation, c'est de se dire, quelque part, à partir du moment où on aura un peu plus de gens, de salariés en télétravail, il faut repenser sa surface immobilière. Alors cette réalité-là, elle est sûrement moins vraie selon le coût de l'immobilier professionnel, bien évidemment. Mais nous, on a certains bureaux, notamment dans des grandes villes, où on se dit, mais on est en train de payer cher, effectivement, un coût immobilier. Si demain, il est occupé à moins 20%, il y a sûrement, effectivement, des économies à faire ou, effectivement, à déplacer le coût de cet immobilier qu'on économise. Et donc ça, je crois que c'est véritablement, et quand on discute avec des professionnels de l'immobilier, ça devient de plus en plus une réalité. Guy Tapie, du coup, si les centres-villes, s'il y a moins de bureaux dans les centres-villes, que vont devenir ces espaces ? Est-ce que les gens vont plus venir habiter en centre-ville ou au contraire, comme vous le disiez aussi, les maisons en périphérie, les maisons périurbaines vont revenir un petit peu, vont être gagnantes suite à cette crise et au développement du télétravail d'une façon générale ? Alors, juste une remarque, c'est que le télétravail avait des vertus par rapport au mode de fonctionnement des villes. C'est-à-dire qu'il évitait ces transhumances quotidiennes entre ceux qui habitaient en périphérie et ceux qui venaient travailler en centre-ville. Donc, on imaginait bien que c'était utile. Et aujourd'hui, la légitimité, elle est environnementale. On consomme moins d'énergie, on produit moins de gaz à effet de serre. Après, sur le marché immobilier, bien sûr qu'il y a, j'imagine, alors je ne sais pas, là, je suis incapable d'opérer des prédictions, mais bien sûr que ça va avoir un effet très important sur l'organisation des villes, parce qu'on va se retrouver avec des bureaux à domicile, donc, dont on n'a plus besoin dans ces grandes tours, dans ces grands bâtiments ou en centre-ville. Donc, effectivement, là, il y a un ressort économique, peut-être spéculatif aussi, qui va rentrer en ligne de compte dans l'usage de ces bureaux. Et puis peut-être aussi, il y a aussi des nouvelles envies d'équilibre entre cadre de vie et travail, avec des migrations aussi de certains qui habitaient en ville et qui vont aller plus effectivement vers la campagne, chercher un autre cadre de vie. Est-ce que nos campagnes aussi peuvent être gagnantes ? Complètement. Là, il peut y avoir tout à fait, en ce moment, ce qu'on est en train d'observer, c'est en fait une sorte soit de réutilisation des résidences secondaires, qui, dans le rythme d'usage de son habitat, deviendrait plus importante parce que le télétravail permettrait peut-être d'y aller plus régulièrement. Donc, c'est une birésidentialité qui s'opère. Et puis aussi une mobilité, effectivement, résidentielle, où on va aller chercher plus loin, mais pour des raisons pratiques ou même idéologiques. C'est de privilégier son bien-être, de trouver plus loin une résidence qui serait alors
permise par le télétravail en particulier. 7 cadres sur 10 aimeraient s'installer au vert. Effectivement, des villes moyennes comme Limoges, Poitiers ou Angoulême pourraient tirer leur épingle du jeu. C'est un atout, ça aussi, pour les chefs d'entreprise, François Bretonnière, parce que dans une région un peu enclavée comme l'ex-Limousin, c'est pas toujours facile de recruter. Est-ce que ça, il y a quelque chose de positif? Alors, 2 choses. Juste avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir aussi sur ce que vous disiez par rapport à l'immobilier professionnel et à la transformation peut-être de certaines villes. Il faut faire attention quand même, parce que dans la réglementation, il y a cet aspect réversibilité du télétravail. Et là, je crois qu'il faut quand même être prudent, parce qu'on a des entreprises qui pourraient peut-être s'emballer en disant je fais beaucoup télétravailler, donc je vais réduire ma surface des locaux. Attention, parce qu'encore une fois, on peut être en désaccord ou en porte-à-faux par rapport à des situations de réversibilité. Je ferme la parenthèse. Pour répondre rapidement, parce que c'est presque la fin de cette émission, pour conclure. Par rapport à votre question, effectivement, phénomène d'attractivité, j'en suis convaincu. Parce qu'encore une fois, c'est un mode de souplesse, ça peut être effectivement donner un confort, ça peut générer moins de stress, même si on a parlé de l'isolement, etc., auquel il faut faire attention. Mais oui, pour des régions comme les nôtres en particulier, où on a un habitat qui va permettre effectivement d'être peut-être plus adapté ou moins contraignant par rapport au télétravail, je suis convaincu effectivement que ça peut être effectivement un élément d'attractivité pour bon nombre d'entreprises, voire de certaines régions. Mais là encore, avec cette nécessité de réfléchir et de négocier la mise en place du télétravail. Un petit mot de fin aussi, Catherine Debord. On n'a pas beaucoup parlé finalement des avantages. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de positif vraiment? Et qu'est-ce qu'on peut retirer pour le développement du télétravail à l'avenir? Aujourd'hui, les gens savent s'ils veulent ou non développer le télétravail pour eux-mêmes et si les entreprises sont prêtes ou pas. Il ne faut pas oublier non plus que dans le changement de l'habitat, il y a aussi la connexion. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup freiné le télétravail jusqu'à maintenant, c'était que la résidence secondaire était sûrement très bien avec beaucoup d'espace, mais sans connexion. Et ça, c'est aussi ce qui évolue aujourd'hui grâce à la pandémie et donc ce qui va permettre aussi de savoir si on est prêt ou pas pour le télétravail. Frédéric Duplessis, un petit mot de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retirer de positif de tout ça et qu'espérer pour que le télétravail se passe bien à l'avenir? C'est cette histoire d'espace finalement. C'est vrai, quand on a la chance d'avoir un jardin, une maison, on a la possibilité, surtout qu'il faisait très beau pendant ces périodes, on a la possibilité de pouvoir travailler dans son jardin, téléphoner dans son jardin, et il y a beaucoup d'avantages. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. On aurait pu continuer à discuter pendant des heures des avantages, des inconvénients et de ce que le télétravail, de ce que la crise nous fait changer dans notre vie, dans notre façon, dans notre regard aussi sur le travail. Merci à tous. Naviguer dans ces changements, encourager ceux qui semblent bénéfiques et éviter ceux qui pourraient ne pas l'être. C'est vraiment le défi qui nous attend tous. Merci à tous. À très bientôt.